Alors que l'on fête en ce mois de juillet les 25 ans de notre agence, il nous a paru intéressant de prendre le temps d'une pause pour, autour du livre de Stéphane Mallard, Disruption, analyser c'est un peu ce qui nous attend. Disruption, disruptif, jamais ces mots n'avaient été aussi employés, voire galvaudés dans les médias du monde entier. Mais qu'est-ce qu'ils signifient exactement? L'idée centrale de la disruption, elle tient en un mot, c'est la rupture. Il s'agit de bousculer les règles établies pour innover. En bref, il faut reprendre les fondamentaux et s'en servir pour renverser la perspective et reconsidérer une problématique de façon originale. Mais je vais laisser à l'auteur, et je ne vais pas être plus long, et à tous nos invités le plaisir de nous en dire plus et de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Stéphane, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Disruption, dont parlait Emmanuel, c'est chez Duno. Bonjour à tous, et puis d'abord merci de m'accueillir. Alors effectivement, on va parler un petit peu de disruption. C'est vrai, Emmanuel l'a rappelé, c'est d'abord une marque déposée par un publicitaire parce que c'était une méthode de publicité en rupture. Mais en réalité, il faut savoir que le mot disruption, c'est un mot qui est courant en anglais. On parle de disruption de manière générale pour parler de chamboulement. C'est un mot courant. En réalité, lorsqu'on parle de disruption en ce moment, lorsqu'on fait référence à la période qu'on vit, c'est parce qu'en fait, c'est le paradigme dans lequel on entre. Depuis quelques années, on nous parle de transformation digitale, depuis une dizaine d'années, en nous expliquant déjà que c'est possible de transformer les entreprises pour aller vers le digital. La période de disruption, au contraire, ça n'est pas cette période de transformation, c'est beaucoup plus violent, ça n'est pas uniquement une rupture. Je vous propose maintenant de découvrir des cas pratiques, des cas d'école même, avec Benjamin Guignot, donc disrupteur des auto-écoles. Je ne peux que partager ce que tu viens de dire. Moi, évidemment, je ne viens pas du tout du monde de l'auto-école et je suis venu disrupter ce marché avec une nouvelle offre. Le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France, c'est 1 million de candidats. Le code de la route, c'est l'examen le plus passé dans le monde. Et pour autant, jamais n'a rien évolué, il n'y a aucune innovation qui a été apportée à ce secteur. Et donc nous, on est arrivé fort de ce constat, 1 million de candidats, 2 000 € en moyenne par candidat, un marché de 2 milliards d'euros, un taux d'insatisfaction de 82%. Aujourd'hui, Ornicar, c'est le code de la route en ligne, un réseau de moniteurs, d'enseignants de la conduite indépendants qu'on peut réserver via son smartphone et qu'on retrouve dans un lieu physique, à un point de rendez-vous. On fait 450 000 créations de comptes sur une génération qui fait 750 000 personnes. Les auto-écoles sont en train de fermer, pas une à une, mais 100 à 100. Elles se sont fait complètement bouffer par Ornicar et mes confrères. Voilà, donc c'est juste pour montrer un petit peu l'évolution, les mentalités des acteurs existants, qui étaient complètement réfractaires en disant mais c'est pas possible, on n'a jamais connu Internet dans l'auto-école, donc ça ne peut pas arriver. Bref, et là je pense qu'on leur a démontré le contraire. Merci Benjamin pour ce témoignage extrêmement parlant. Emmanuel Vivier, vous venez d'entendre Benjamin. Est-ce que vous vivez, vous, dans votre secteur, ce genre de disruption? Alors, je pense que déjà, il n'y a pas de secteur qui va être vraiment épargné. Effectivement, parce que je crois que j'ai une voisine dans la banque. Je pense que pour moi, banque et assurance, voilà, c'est les deux prochains secteurs qui vont prendre très cher. Alors, ils ne sont pas bêtes, ils sont déjà en train de bouger, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens chez eux. Donc, c'est pas simple parce qu'on se rend compte une fois qu'on veut changer toute une culture et une organisation qui, des fois, avec des salariés qui sont là depuis très longtemps, c'est pas facile. Constance Chacha, donc BNP Paribas, comment justement cela se passe aujourd'hui? Comment dans la banque on vit cette situation? Je vais parler effectivement d'une partie de la banque qui est assez spécifique puisqu'on est dans le B2B. Donc c'est assez particulier. Et pourtant, c'est aussi un domaine qui est extrêmement technologique. Et donc cet aspect technologique avec des pléthores de traders ou de quants qui sont passés par les meilleures écoles de stats, voire de master d'intelligence artificielle, nous permettent d'avoir une agilité dans la transformation technologique qui est plutôt extrêmement forte. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord avec toi. On se retrouve quand même avec des gros paquebots, en l'occurrence BNP Paribas, CIB, c'est 30 000 personnes plus 10 000 contracteurs. Parmi ces 30 000 personnes, il y en a un millier, 2000 qui sont déjà dans la transformation. Les autres ont toujours fait le même boulot depuis 25 ans. Et aujourd'hui, la disruption, c'est avant tout une transformation humaine. Et donc, c'est avant tout une transformation d'accompagnement, de conduite du changement au quotidien. La disruption, elle rejette l'exemplarité et elle récompense celui qui prend des risques et qui rend les règles obsolètes. Steve Jobs disait « Les gens compétents n'ont pas besoin d'être managés. Si vous avez besoin de mettre des managers, c'est que vous n'avez pas recruté les bonnes personnes. » Là aussi, c'est très violent.
Mais c'est aussi cette tendance dans la disruption en ce moment, c'est de se dire on supprime toutes ces manières de faire de l'ancien monde. Je pense qu'on sort effectivement de 100 ans de taylorisme à transformer des hommes en robots. Et aujourd'hui, les tâches qui étaient faites par des hommes vont être effectivement soit robotisées, soit algorithmées. Et il faut redonner à l'humain des choses qu'il ne peut faire que lui. Donc on parle effectivement empathie. On parle aussi complexe problem solving. C'est quelque chose qui ne seront pas nécessairement faites par des algorithmes. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, vous, les entreprises, mais montez des écoles, quoi. Enfin, vous avez du mal à recruter, montez des écoles. Enfin, formez vos propres futurs, on va dire, managers, collaborateurs, et justement, formez-les avec une vision beaucoup moins, désolé, l'université en France, c'est aussi une catastrophe. Hein. Genre, à un moment, il va falloir qu'ils comprennent qu'on arrête de se battre contre les boîtes. Enfin, on forme des gens pour avoir un boulot. Merci Stéphane. Benjamin, dans le domaine, dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, comment ça se passe sur la question des RH? Est-ce que vous, est-ce que ce que dit Stéphane résonne? Alors, je suis en partie d'accord. Si on n'a que des disrupteurs, je vais avoir du mal à avoir une équipe de disrupteurs parce que je passais mon temps à les canaliser sur un sujet et vouloir tout péter à chaque fois. Il n'en faut pas. Une équipe de disrupteurs, ça peut faire un peu mal. Ma thèse dans le bouquin sur le marketing, c'est que l'intelligence artificielle et les algorithmes vont faire et doivent faire disparaître le marketing. Aujourd'hui, le marketing, c'est extrêmement puissant et important. Il y a plein d'outils qui permettent de mieux connaître son marché et de mieux influencer. Le marketing, c'est deux choses. C'est connaître son marché pour développer ses produits et influencer pour donner envie d'acheter, de consommer au sens large, que ce soit d'acheter un produit, un service, de consommer du temps, de l'attention, de regarder des vidéos YouTube, ce que vous voulez. Vous arrivez à convaincre parce que vous connaissez sur une décision de consommation. Les outils qui arrivent, algorithmes d'intelligence artificielle, sont extrêmement puissants pour faire ça et les directeurs marketing s'en réjouissent. Ils se disent tous, génial, je vais pouvoir utiliser tous ces algorithmes pour vendre plus. Et c'est vrai, ils ont raison. Sauf que ce qui va se passer, à mon avis, ça c'est la première étape, c'est que ces algorithmes sont tellement puissants que les entreprises vont les utiliser, mais côté clients et utilisateurs, eux aussi vont finir par les utiliser pour éventuellement annuler les effets du marketing qui auraient été abusifs. Moi, si j'avais une nuance, aujourd'hui c'est plus une réflexion, il y a effectivement les algorithmes des marketeurs qui sont créés pour pouvoir vous toucher, et vous avez effectivement des solutions pour bloquer ce marketing. Tu en parles dans ton livre, les ad blocks, les bloqueurs de publicité. Moi, par exemple, j'ai téléchargé ça, ce qui fait que ça évite qu'à chaque fois qu'il y ait des pages qui s'ouvrent avec de la pub. Néanmoins, pour moi, il y aura toujours un retard de l'algorithme client pour bloquer l'algorithme marketeur, parce que le client n'est pas prêt à payer pour se faire bloquer ses pubs. Voilà. Donc je pense que j'ai l'impression qu'on y va, mais de toute façon, il y aura toujours un retard. Alors c'est une réflexion, toujours un retard de celui qui va être pour le client pour une histoire de financement. Dites-vous, dans quelques années, votre concierge numérique, vous allez lui donner de l'argent de poche. Et c'est lui qui va aller faire du shopping pour vous, c'est lui qui va faire vos courses parce qu'il connaît vos goûts, c'est lui qui ira prendre chez Ornica votre permis de conduire parce qu'il aura comparé et qu'il sait très bien que c'est la meilleure offre sur le marché par rapport à votre profil. Donc demain, la question, ce ne sera peut-être pas forcément les adblockers, ça sera que tout simplement, ce n'est pas vous qui achetez les choses, ça sera peut-être effectivement votre assistant intelligent qui sera capable de faire les meilleurs choix pour vous. Mais je suis assez d'accord qu'on ira de plus en plus vers un marché transparent. On le voit avec TripAdvisor, on le voit avec les avis, on le voit, alors évidemment, après il y en a qui essaient de faire des faux avis, etc. Mais on voit bien que de toute façon, plus ça ira et plus on peut comparer. Donc plus ce qui est bon remporte tout, et c'est un petit peu le problème aujourd'hui quand on voit Amazon ou d'autres, c'est que d'un seul coup, quand on est bon, on éclate le marché, quoi, et on devient très très fort et on a beaucoup de moyens, et quand on est mauvais, bah là, même avec de la pub, dans pas longtemps, ça va plus suffire, on va vraiment couler. Donc c'est vrai que des fois, plutôt que de faire de la pub, améliorez vos produits. Déjà, vous dépenserez moins en pub et ça transformera certainement mieux en conversion, parce que pour arriver à des bons coûts d'acquisition, oui, il faut de la pub, mais il faut surtout que derrière, les gens aient vraiment envie de signer parce que l'offre est vraiment bonne ou vraiment meilleure que la moyenne du marché. Ça peut être digital, mais dans des sujets très émotionnels comme la banque, ça peut rester aussi très humain. Et donc une partie de notre marketing, ça passe aussi pour l'éducation des banquiers qui vont au contact des clients pour s'assurer que la notion de confiance et le lien de confiance qu'on a avec nos clients, ça se transmet par l'humain. Vous savez, c'est fascinant. En surfant, en utilisant des technologies comme Facebook, Facebook est capable de déduire à votre surf, à la manière dont vous surfez, plein de choses sur vous. Ils savent si vous avez un risque de suicide imminent, au déplacement de votre souris, à l'heure, à la fréquence, à tout ce que vous faites. Ils savent, ils ont sauvé des vies comme ça d'ailleurs. Ils savent si vous allez
pour qui vous allez voter, ils peuvent influencer ce vote, ils savent quelles sont vos humeurs, ils peuvent les changer, ils savent même maintenant si vous allez vous mettre en couple et si vous allez vous séparer de manière imminente, juste à votre utilisation. Et on va subir ces mesures en utilisant toutes les technologies de demain. On va se rendre compte qu'on est beaucoup plus prévisible et qu'avec des variables indirectes, on va pouvoir déduire d'autres variables. Il va falloir que nos amis législateurs montent légèrement leur niveau, et je pense que demain, ça serait bien qu'ils aient des examens à passer en maîtrise de la technologie, parce que quand on prend des décisions sur la technologie et la société et qu'on n'y comprend pas grand-chose, là aussi, c'est assez criminel pour le business des boîtes. Ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'on n'a pas le choix d'entrer dans cette phase de disruption, que nous avons à perdre, mais que nous avons beaucoup plus à gagner. Il ne faut surtout pas essayer de protéger, de préserver l'ancien monde, mais qu'il faut au contraire accélérer sa disparition pour en créer un nouveau. Parce qu'il y a énormément d'opportunités, parce que tout le monde est concerné, et surtout parce que c'est super excitant. C'était le mot de la fin. Je pense qu'on peut vous applaudir très fort. C'était un débat passionnant. Merci de nous avoir invités. Merci d'abord à vous. J'étais ravi de fêter nos 25 ans avec vous. Voilà, c'est un quart de siècle, il s'est passé beaucoup de choses, il va s'en passer encore beaucoup. Et merci à vous et à bientôt pour de beaux projets. Au revoir.